Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 septembre 2025 et nos amis Michael Hodgson et Richard Wolff sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Heureux d'être ici. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher un plus large public. Richard, commençons par ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui a été en quelque sorte choquant. Charlie Kirk a été abattu alors qu'il s'exprimait sur un campus universitaire dans l'Utah, si je ne me trompe pas, en s'adressant au public. Le président des États-Unis est intervenu et a rejeté la faute sur l'extrême gauche. Que se passe-t-il aujourd'hui aux États-Unis, à votre avis, pour qu'on essaye d'attribuer la violence à la gauche, à la droite ou à qui que ce soit? Quel est votre point de vue à ce sujet? Mon point de vue là-dessus, c'est que la difficulté fondamentale des États-Unis aujourd'hui réside dans un système capitaliste en déclin. L'empire est en lambeaux. Il existe à peine. L'économie intérieure. Hier, Jamie Dimon, le patron de la plus grande banque des États-Unis, a donné une interview, en fait 2 ou 3, et a parlé de l'affaiblissement de l'économie américaine. Maintenant, il parle toujours comme s'il était un simple spectateur plutôt que l'un des responsables de cette situation. C'est mignon. Espérons que personne ne s'y trompe. Mais le voilà, admettant ce que les autres ont peur d'admettre, tout en faisant semblant d'être un spectateur. Eh bien, M. Trump fait semblant d'une autre manière, mais il fait face à la même économie affaiblie, au même empire en train de disparaître et au même capitalisme entravé. Mais la spécialité de M. Trump, et cela remonte à la première fois où il est devenu une figure publique sérieuse, si vous vous souvenez, descendant cet escalator quelque part à New York et expliquant au monde que les problèmes auxquels nous faisons face sont dus aux immigrés mexicains, qu'il a alors diffamés. M. Trump se spécialise, comme le font souvent les dirigeants dans les empires en déclin, dans la recherche de boucs émissaires. Les Mexicains sont des boucs émissaires. Les Chinois sont des boucs émissaires. Et la gauche américaine, qu'il comprend aussi bien qu'il comprend tout le reste, c'est-à-dire pas du tout, va désormais également servir de bouc émissaire. Quand on ne peut pas résoudre un problème, on en accuse quelqu'un d'autre pour détourner l'attention de son incapacité à le résoudre. M. Trump nous a dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en quelques jours ou semaines. Faux. Il a dit qu'il allait mettre fin à la guerre à Gaza en peu de temps. Faux. En réalité, il a déclenché une guerre avec l'Iran, une guerre qui n'existait pas lorsqu'il est devenu président. Et il se prépare apparemment à faire la même chose avec le Venezuela. Cet homme cherche des boucs émissaires partout dans le monde. Je veux rappeler aux gens, et c'est un parallèle que je prends au sérieux. L'Allemagne, dans les années précédant Hitler, a dû faire face à la perte de son empire. Cela s'est produit lors de la Première Guerre mondiale, lorsque littéralement l'empire allemand en Afrique et en Asie a été confisqué par le camp vainqueur de la guerre. Ainsi, les Allemands ont perdu leur empire. En 1923, ils ont connu la pire inflation de l'histoire moderne, qui a anéanti toute leur classe moyenne. Toutes leurs économies accumulées au cours du 19e siècle ont été perdues. Et il s'est avéré qu'à la fin de 1923, toutes ces économies suffisaient à peine à acheter 100 grammes de beurre à l'épicerie du coin. Puis, en 1929, comme nous le savons tous, la Grande Dépression a frappé. Donc, en très peu d'années, de 1918 à 1933, ou 1929 si vous préférez, la classe ouvrière allemande a vraiment été frappée de plein fouet. Et dans leur désespoir, ils se sont tournés vers un dirigeant qui leur a promis « Je vais régler ça tout de suite ». Et voici les boucs émissaires. Les Juifs, les Roms, les Slaves. Toute la collection de boucs émissaires dont M. Hitler était spécialiste. Puis, il est parti en guerre afin de détourner l'attention du peuple de ce qui se passait dans le pays,
pour qu'ils puissent se concentrer sur les glorieuses victoires remportées à l'étranger. Si cela vous semble familier, c'est normal. Et si vous pensez que je vous raconte une histoire qui devrait vous déprimer, ne le soyez pas. Les gros titres d'aujourd'hui sont remplis de ce que le peuple français vient de faire, en disant non, nous n'allons pas tolérer cela. Et au Népal, à l'autre bout du monde, un autre groupe, un autre peuple se lève et dit non. La vraie question, la question importante, ce n'est pas que M. Trump ait trouvé la gauche comme bouc émissaire. Qu'il veuille transformer un meurtre dans l'Utah en quelque chose de plus qu'il peut exploiter. Arrêter quelqu'un d'origine mexicaine pour calomnier tout le Mexique, Cuba. On sait tous au fond que c'est plus compliqué que ça. Mais oui, il va essayer. Et vous savez ce que ça montre? Ça montre de la désespérance. Et ce désespoir est avant tout économique. Nous faisons face à un risque d'inflation. Nous faisons face au risque d'une récession. Nos liens avec l'étranger s'effritent. Le reste du monde se mobilise pour nous contourner, pour nous isoler. Voilà la réalité. Pendant ce temps, les inégalités de richesse et de revenus ne cessent de s'aggraver. Et nous venons d'assister à un spectacle où le conseil d'administration d'une entreprise américaine typique de méga-capitalisme, Tesla, offre à son propre PDG un plan de rémunération d'une valeur de 1000 milliards de dollars sur les prochaines années. Voilà l'exploit du capitalisme. Rendre la personne déjà la plus riche encore plus riche qu'elle ne l'était jusqu'à présent. C'est obscène, et cela ne durera pas. Eh bien, Richard a tout à fait raison de souligner l'affaiblissement de l'économie américaine et le désespoir qui guide la politique intérieure de Trump. Mais je pense que son rêve de pouvoir inverser la désindustrialisation de l'Amérique implique de subordonner ses alliés et de les transformer en filiales d'un Ouest américain en déclin. Richard souligne à juste titre que le reste du monde est consterné par cela. Le reste du monde, c'est-à-dire l'OCS, les BRICS, la Russie, la Chine, l'Asie de l'Est, les économies prospères qui continuent de croître. Mais je pense que Trump a une réponse proactive. Non pas Trump, je devrais dire l'État profond dont Trump n'est que le porte-parole, a une réponse proactive à tout cela. Et il dit, eh bien, j'ai appliqué mes tarifs douaniers pour menacer de semer le chaos dans d'autres pays s'ils ne soutiennent pas et ne subventionnent pas l'économie des États-Unis. Les menaces de tarifs et les sanctions n'ont pas fonctionné contre la Russie ni contre l'Iran. La Chine est trop indépendante pour que cela fonctionne là-bas. Donc, nous n'allons pas essayer de dépenser et de dissiper davantage la richesse américaine à combattre la Russie. Du moins la Russie, ou même à essayer d'intensifier la guerre froide. Ce que nous pouvons faire, c'est consolider notre contrôle sur les économies occidentales. Et si les entreprises américaines ne veulent pas se réindustrialiser, nous pouvons dire à l'Europe, à la Corée et au Japon de démanteler leurs propres industries et de relocaliser leur industrie aux États-Unis. Et cela permettra de réindustrialiser les États-Unis. Je pense que ce que les États-Unis essaient de faire en réponse à leur déclin, c'est d'imiter ce que l'Empire britannique a fait au XIXe siècle. Ils traitent leurs alliés comme des colonies, tout comme la Grande-Bretagne traitait l'Inde et d'autres pays, en disant « Gardez vos économies en livres sterling, gardez vos économies en Grande-Bretagne, ne vous industrialisez pas, mais devenez dépendants de l'industrie américaine. » Ce qui fait prendre conscience à Trump qu'il doit y avoir un changement, c'est qu'il n'y a plus d'industrie américaine dont il pourrait devenir dépendant. American industry for them to become dependent on. So he's told the European industry. Il a donc dit à l'industrie européenne, en particulier aux Allemands,
de délocaliser aux États-Unis. Il a dit à la Corée que si elle voulait gagner de l'argent et faire des profits en vendant des voitures, elle devait transférer la production de Hyundai aux États-Unis. Et il a dit au Japon qu'il pouvait éviter la perturbation de lourds droits de douane en prêtant aux États-Unis 500 milliards de dollars d'ici la fin de mon mandat de 4 ans. Et vous nous donnerez 1000 milliards de dollars. Vous n'aurez aucun contrôle là-dessus. J'aurai un contrôle total et personnel sur ce qui va se passer. Et après que nous aurons investi et que vous aurez été remboursé de vos 500 milliards de dollars, l'Amérique gardera 90% des profits issus de votre investissement ici. Pas 50% comme la presse japonaise l'avait initialement rapporté, mais seulement 10%. Eh bien, aucun détail de cet accord avec le Japon n'a encore été rendu public. Mais le Financial Times a publié aujourd'hui une excellente analyse expliquant à quel point l'accord avec le Japon est épouvantable. Le journaliste du Financial Times a tout révélé et a rapporté les enthousiastes de Lutnick, le négociateur américain, qui est apparu sur CNBC et a déclaré que c'était la période la plus agréable qu'il ait vécue au travail et que Trump avait une totale liberté d'action. Le Financial Times décrit cet accord secret qui n'a pas encore été rendu public par le Japon, car on peut imaginer ce que ressentirait l'opinion publique japonaise si cet accord était dévoilé. Et le Financial Times a déclaré ceci, je cite, « Cela sent la coercition. Une nation souveraine contrainte de canaliser des investissements publics et privés vers une nation bien plus riche, sous des structures ouvertement dirigées par le président américain. » Eh bien, on voit bien les problèmes. Et la capitulation la plus abjecte a été celle de l'Allemagne et de l'Europe. Il y a eu très peu de couverture dans la presse américaine sur le tour de passe-passe qu'a opéré l'Amérique, avec von der Leyen disant « Nous ferons tout ce que vous voudrez, Président Trump, tant que vous nous garantissez la sécurité, et qu'au moins nous sachions ce qui va se passer, afin que vous nous protégiez d'une invasion russe. » Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a eu aucune sécurité. Trump avait accepté de ne pas imposer de tarifs punitifs à l'Europe, mais tout à coup, il a changé d'avis. Au lieu de baisser les tarifs de 25% à 15%, il a dit « Eh bien, nous allons quand même maintenir les tarifs que nous avons, 50% sur l'acier et l'aluminium. Et si jamais l'un de vos fabricants utilise de l'acier ou de l'aluminium jusqu'à 50%, eh bien, c'est traiter l'Europe comme une simple industrie. » Il y a eu un tollé de la part des industriels européens qui disent « Attendez une minute, lorsque nous fabriquons un produit manufacturé, il contient effectivement de l'acier et de l'aluminium, et nous allons devoir fermer nos usines. » Eh bien, Trump dit « Il y a une solution. » Vous pouvez éviter les droits de douane en vous installant aux États-Unis et en concluant le type d'accord que Hyundai a réalisé aux États-Unis, que le Japon a fait. C'est du racket pur et simple, et vous pouvez voir ce qui se passe. L'OCS et les BRICS constatent qu'ils ont eu de la chance de ne même pas avoir essayé de négocier des droits de douane avec Trump. Suivez votre propre voie. Et vous voyez vraiment le monde se diviser entre ce que les États-Unis peuvent conserver des pays qu'ils ont vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon, et de la guerre de Corée en 1951. Tous leurs dirigeants souffrent du syndrome de Stockholm. Ils s'identifient d'une certaine manière aux vainqueurs, et les États-Unis ont réussi à les isoler, et c'est la réponse proactive à tout cela. Rien de tout cela n'a à voir avec ce que vous appelleriez la gauche. Nous parlons d'intérêts nationaux, mais je suis sûr que Trump accusera des adversaires étrangers de dire « Attendez une minute, nous voulons que le Japon profite de ces investissements. Nous voulons que la Corée puisse faire venir notre main-d'œuvre qualifiée.
lorsque les États-Unis n'ont pas d'entrepreneurs capables de construire les usines Hyundai. Et les Allemands qui disent « Eh bien, nous ne pouvons pas simplement nous relocaliser aux États-Unis. Il faut des années pour construire une usine. Nous ferons faillite dans le processus. » Voilà la réponse de Trump au monde. Et je pense que cela va bien au-delà de tout ce que la gauche ou même la droite aurait pu imaginer il y a un an, avant la victoire de Trump. Permettez-moi d'intervenir. Et peut-être que je vais ici être un peu en désaccord avec Michael, mais peut-être pas. Oui, le temps nous dira certainement si le retour des grandes entreprises, qui déplacent leur production vers les États-Unis depuis le reste du monde, est un phénomène sérieux. Pour l'instant, nous n'avons que des paroles. Nous avons des promesses. Nous avons tout cela. Et comme je l'ai constaté, comme Michael le sait, et comme la plupart des personnes qui suivent ce sujet le savent, il est très facile pour un Premier ministre ou une grande entreprise de vous parler des énormes investissements qu'il prévoit de faire l'année prochaine, dans 3 ans ou dans 5 ans. La plupart des dirigeants en poste qui font ces promesses ne seront plus à ces postes dans 3 ans, lorsque ces promesses seront probablement oubliées ou justifiées. Voilà le premier point. Deuxièmement, le problème des États-Unis, c'est qu'ils ne sont plus en position de faire en sorte que les valets qu'ils ont eus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe de l'Ouest, le Japon, etc., fassent ce qu'ils attendent d'eux. Michael a raison. Ils devraient tous devenir des colonies désormais. Et par colonie, laissez-moi préciser ce que j'entends. Ils sont contraints de faire des affaires aux États-Unis. Si vous voulez vendre aux États-Unis, vous allez devoir trouver un accord avec l'entreprise importatrice. Si vous-même n'importez pas directement aux États-Unis, vous devrez payer une taxe. C'est un droit d'entrée dans l'économie américaine. C'est exactement ce qu'est un tarif douanier. Si vous vendez sur le marché américain, vous devrez payer une taxe au gouvernement américain. Et le gouvernement américain est tellement désespéré qu'il dit soit c'est vous, l'entreprise étrangère qui entre sur le marché, qui l'a payé, soit c'est l'importateur américain qui la paye. Peu importe. Nous imposons la même charge aux deux. C'est pas ce que le gouvernement américain souhaite faire. Il veut que ce soit les autres qui paient. Mais il n'y parvient pas. Alors, il doit conclure un accord qui nuit à son propre programme soi-disant avantageux. Pourquoi viendriez-vous ici alors que l'une des choses que vous devrez faire en tant qu'entreprise, c'est payer des droits de douane très élevés qui pourraient être augmentés à tout moment sur la partie importée de tout ce que vous produisez ici, ce qui, au moins pour les années à venir, restera significatif. Non, ce que je constate, c'est un empire en déclin qui n'est plus capable de contrôler d'immenses parties du monde. La Chine, l'Inde, la Russie, les BRICS, et qui par conséquent doit se retourner contre ses propres colonies, s'attaquer au Canada et au Mexique, ses principaux partenaires commerciaux, causant Dieu sait quels dégâts à ces sociétés. Et je veux être clair. Les États-Unis peuvent peut-être convaincre von der Leyen ou Merz ou les dirigeants japonais de céder en secret les besoins de leur pays. Mais la seule façon de maintenir cela, la seule manière possible pour eux de rester au pouvoir, c'est d'exagérer un grand danger. C'est l'hystérie autour des invasions russes, que l'on voit monter de 6 crans supplémentaires dès que des drones survolent la Pologne. On peut voir cette hystérie s'amplifier. C'est une hystérie très utile qui permet de rejeter la faute sur la Russie, alors que le véritable problème, c'est les États-Unis. Mais on ne peut pas le dire, car eux peuvent vraiment vous nuire, ce que les Russes ne peuvent pas faire. Les Russes ont déjà du mal à soumettre l'Ukraine. Ils vont s'attaquer au reste de l'Europe. C'est une plaisanterie. Personne de sensé ne croit cela, sauf si l'on est désespéré, si l'on a besoin d'un bouc émissaire. Et à quoi sert ce bouc émissaire en Europe?
à faire de la Russie le responsable. Les Européens se retrouvent dans une situation où pour sauver quoi que ce soit de leur économie, ils doivent inventer tout un nouveau programme de subvention à leurs propres industries. C'est en partie ainsi qu'ils réagissent et réagiront face aux États-Unis, quoi qu'ils en disent publiquement. Les Européens savent ce qu'on leur fait subir. Ils n'en veulent pas. Ils craignent que si leur industrie est vidée de sa substance, leur propre population se retourne contre eux. Et on le voit déjà dans les rues de France, dans le virage à droite de la scène politique allemande, de la scène politique britannique, Farage en Angleterre, Alternative für Deutschland en Allemagne, et ainsi de suite. Cela ne fonctionne pas très bien. Les Américains sont désespérés et s'occupent d'eux-mêmes. Ils espèrent le faire aux dépens de leurs anciens alliés, désormais plus proches de colonies. Alors ils les pressurent au maximum, lesquels, à leur tour, diabolisent la Russie pour justifier la montée en puissance militaire, qui servira de prétexte pour subventionner leur propre industrie au détriment de leurs États-providence et de la démocratie sociale. C'est ce qui se passe, et je ne pense pas que cela va fonctionner. Et c'est le pire cauchemar de M. Trump, que tout ce bouc émissaire ne fonctionne pas. Et voici un dernier point. Un de mes amis est industriel en Europe. Je peux vous assurer qu'il comprend parfaitement ce qui se passe. Lors de ma dernière conversation avec lui, je lui ai demandé « Y a-t-il une chance que vous envisagiez de déplacer votre production aux États-Unis » Il a répondu en riant « Vous êtes fou ?» Et j'ai demandé « Mais pourquoi ?» Il a dit « Chaque jour dans notre journal, dans le pays d'Europe occidentale où il vit, nous voyons des photos de soldats américains patrouillant dans les villes américaines. Vous êtes un pays dans lequel je n'irai jamais, même en 1 million d'années. Il y a trop de troubles. Et puis j'ai vu votre nouvelle armée, votre armée de l'ICE, fermer une usine de batteries sud-coréenne en Géorgie à cause de l'hystérie que vous avez cultivée contre les immigrés. Je n'irai pas là-bas. Je n'entrerai pas dans cet endroit fou qui occupe ses propres villes. Je voudrais enfin vous citer une déclaration faite hier par le vice-président Vance. En commentant l'occupation qui est censée se terminer, même si j'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas, à Washington, D.C. par les troupes fédérales, le vice-président a déclaré avec beaucoup de satisfaction que son plus grand espoir était de voir cela se produire dans les villes à travers toute l'Amérique. Voilà ce qu'il a dit. Je n'ai pas les mots exacts, mais c'est bien la citation exacte. Les industriels étrangers disent « Ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'aller. Vu tout ce qui se passe dans le monde, je ne vais pas m'installer dans un endroit qui semble s'effondrer. » Et avec la fusillade de ce type d'extrême droite hier, on voit bien où cela mène. Bien sûr qu'il a raison. Qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, tu n'as pas à t'inquiéter de la violence aux États-Unis, des situations comme celle de l'usine de batterie sud-coréenne. C'est de la folie. Et nous sommes dans un pays qui s'effondre, et toute la comédie des boucs émissaires, celui-ci, celui-là, on tire dans tous les sens avant même de savoir quoi que ce soit. Ils ne savent même pas qui a fait ce qui s'est passé dans l'Utah, encore moins quelles pourraient être les motivations. Et même lorsqu'ils le sauront, ce ne sera pas crédible. On ne peut plus rien croire aujourd'hui. Michael et moi, nous utilisions autrefois les statistiques du Bureau of Labor Statistics. Au cours des 3 dernières semaines, nous avons eu 2 démonstrations. Le président renvoie la femme qui le dirigeait, et la personne suivante explique que, depuis 1 an, nous avons surestimé d'1 million le nombre d'emplois dans ce pays. Tout cela n'est que des symptômes, mes amis. Vous pouvez faire semblant, avec l'un ou l'autre, de contester ou de chipoter, mais au final, partout, la fuite, le désespoir, la recherche de boucs émissaires
remplace la capacité à faire quoi que ce soit de sérieux à ce sujet. Richard a résumé exactement mes opinions en insistant sur le rôle du bouc émissaire et sur la capacité quasi parallèle des États-Unis à avoir soutenu des dirigeants capables d'affirmer que la Russie se soucie suffisamment de l'Europe pour l'envahir, au lieu de dire « Nous ne voulons rien avoir à faire avec elle. Nous avons tourné nos regards vers l'Est. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous laisse tranquilles et qu'on ne nous harcèle pas. » Mais c'est tout ce que les États-Unis peuvent faire. Si l'on regarde aussi ce que Trump a dit dans un discours hier, il a affirmé que l'Amérique s'effondrerait sans les droits de douane. Nous avons besoin des droits de douane parce que ce sont eux qui équilibrent le budget afin que nous puissions baisser les impôts. Il ne l'a pas dit explicitement, mais la suite logique de sa phrase serait « L'Amérique va s'effondrer parce que nous n'aurons pas de droits de douane pour nous permettre de réduire les impôts des 10% les plus riches, tout en augmentant ceux des 90% restants. » Tout tourne autour de la polarisation dont Richard a parlé plus tôt. Comment l'Amérique peut-elle soutenir une économie qui rémunère les 10%, y compris le chèque d'1 milliard de dollars à Musk, sans obtenir l'argent de ses colonies de facto dans les pays qu'elle a vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale et en Corée. Ce que Trump a ensuite ajouté, c'est bien qui s'oppose à cela. Si vous vous opposez aux droits de douane, c'est la gauche. Eh bien, bien sûr, la gauche ne veut pas voir la polarisation entre les actionnaires et les détenteurs d'obligations les plus riches, dont la richesse augmente, tandis que le patrimoine net de 90% de la population diminue en réalité. Et lorsqu'on regarde les 50% les plus pauvres, cela baisse assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, comme Richard l'a justement souligné, ce sont les nationalistes qui disent « Mettons notre pays en premier », et les nationalistes sont considérés comme étant à droite. Mais qu'est-ce qui est de gauche ou de droite dans le fait de vouloir que son propre pays prenne le contrôle de son destin? La presse et le vocabulaire utilisés pour décrire ce processus, tant en Europe qu'aux États-Unis, sont devenus dénués de sens en termes de gauche et de droite. Bien sûr, la droite nationaliste en Europe est d'accord pour dire que oui, nous devrions être indépendants afin de rendre notre classe financière la plus riche encore plus riche. C'est ce combat qui a éclaté de façon très explicite en France, où le nouveau Premier ministre est partisan de la réduction des dépenses sociales et refuse d'imposer la taxe sur la fortune de 2% aux plus riches que l'Assemblée nationale voulait instaurer. Lorsque la seule réponse à la dépendance envers la droite américaine est une réponse de la droite européenne, on se rend compte que nous sommes dans un monde à l'envers, que l'ancien vocabulaire de la gauche et de la droite était incapable d'anticiper logiquement. Ben, c'est seulement là-dessus, Richard, before commenting on that, I don't know if you've heard. Richard, avant de commenter cela, je ne sais pas si tu as entendu la députée de l'Assemblée nationale française, Mathilde Panot, elle est de gauche, la France insoumise, si je le prononce correctement. La France insoumise. Voici ce qu'elle a dit à propos de ce qui se passe en France. Here is what she said from what's going on in France. The result shows beyond Bayrous government. Le résultat montre, au-delà du gouvernement Borne, que Macron n'a plus aucune légitimité. Seul un tiers de l'Assemblée nationale lui a accordé sa confiance, ce qui signifie que la politique de Macron en faveur des riches et contre le peuple a reçu 2 tiers de votes négatifs. Par conséquent, il s'agit d'une minorité dans le pays. Je ne pense pas que Borne et Barnier puissent continuer la même politique sans tenir compte des résultats de l'élection. Donc, face à cela, oui. Go ahead, Richard.
Allez-y, Richard. Juste pour préciser, ça s'appelle la France insoumise, et c'est une alliance d'environ une demi-douzaine de partis de gauche qui se sont réunis en France d'une manière dont d'autres pays devraient s'inspirer et ont présenté un front commun. Et cette gauche réunie constitue le plus grand bloc de voix à l'Assemblée nationale. Donc, contrairement à d'autres pays, la gauche est une grande puissance. Vous n'en entendrez pas parler dans la presse américaine, parce que le parti pris ici est grotesque. Vous entendrez soit parler de M. Macron, qui n'est désormais soutenu que par à peine 20% de la population selon les sondages, soit de la droite, Le Pen et tout cela. Ce dont on ne parle pas, c'est de la plus grande formation politique, qui est à gauche. Et si vous pensez que c'est un accident, eh bien, vous ne faites pas attention. Maintenant, laissez-moi essayer d'expliquer ce que Michael vient de conclure. Pourquoi les partis de droite prennent la tête dans une grande partie de l'Europe? Pas partout, loin de là, mais dans une grande partie de l'Europe. Pourquoi serait-ce la droite? Et d'ailleurs, en répondant à cette question pour l'Europe, je vais aussi y répondre pour les États-Unis. Quand le capitalisme s'effondre, rappelons-nous qu'il y a une récession tous les 4 à 7 ans en moyenne. C'est comme ça depuis 300 ans. Le NBER à Washington tient un registre de toutes les hausses et baisses. Où que le capitalisme s'installe, c'est un système fondamentalement instable. Si vous viviez avec une personne aussi instable que le capitalisme, vous seriez parti depuis longtemps, et vous devriez y réfléchir. D'accord, mais pourquoi? Dans les années 1930, lorsque le capitalisme s'est effondré, un grand nombre de personnes se sont tournées vers la gauche, par exemple aux États-Unis, qu'ont fait des millions d'Américains qui fut remarquable pendant la Grande Dépression des années 1930. Ils ont rejoint un syndicat pour la première fois de leur vie. Ils ont adhéré à 2 partis socialistes et un parti communiste qui ont tous travaillé ensemble pour produire ce qu'on appelle le New Deal. C'est l'activité la plus à gauche que l'on puisse démontrer dans l'histoire américaine. Est-il possible que la classe ouvrière se tourne vers la gauche lorsque le système commence à s'effondrer, comme ce fut le cas dans les années 1930? La réponse est oui. Et d'ailleurs, des choses similaires se sont produites en Europe. Mais après la Seconde Guerre mondiale, et au cours des 75 dernières années, nous savons tous ce que les États-Unis et l'Europe ont vécu. Une guerre froide qui avait beaucoup moins à voir avec l'Union soviétique et bien plus avec le démantèlement du New Deal aux États-Unis et la remise en cause du pouvoir de la social-démocratie, de la Scandinavie au nord jusqu'à la Grèce au sud. Et c'est ce que nous faisons depuis 75 ans. Marteler l'antisocialisme, l'anticommunisme, tout cela. Alors pourquoi sommes-nous surpris qu'aujourd'hui, alors que le capitalisme traverse son dernier et peut-être ultime déclin, des gens, la classe ouvrière, se tournent massivement vers la droite? On les a formés à cela depuis 75 ans. La gauche a été diabolisée. Ce que vous voyez aujourd'hui, la diabolisation de M. Poutine. Et je ne suis pas ici pour le soutenir d'une manière ou d'une autre, mais cette diabolisation est puérile. Pourquoi feriez-vous cela? M. Poutine est-il maintenant le même que M. Staline? C'est un peu ridicule. Que faites-vous? Parce que vous êtes désespéré, parce que c'est ainsi que vous pensez, et pas seulement les dirigeants. Les dirigeants en Europe ne pourraient pas se permettre cette diabolisation enfantine s'il n'y avait pas, dans la population, encore les résidus de 75 ans d'endoctrinement. Mais voici la bonne nouvelle. La droite n'a aucune solution pour l'effondrement du capitalisme. Et plus elle s'agite, plus cela deviendra évident. C'est ce qui se passe en France. Bien sûr, ce sont les premiers, ils le sont depuis 3 siècles. Ce sont le canari dans la mine de charbon, nous avertissant « Oula, qu'est-ce qui arrive ?» Quand la droite sera démasquée, comme n'ayant aucune solution, alors le peuple se tournera vers la gauche. Attention, car cela arrive à grands pas. Watch out.
Richard, comment la classe ouvrière peut-elle se tourner vers la gauche sans parti politique? C'est bien là le problème. Au moins en Europe, la gauche peut créer un nouveau parti, comme l'a fait Sarah Wagenknecht en Allemagne. Mais l'Amérique n'a qu'un système bipartite, comme nous l'avons expliqué. Et on peut voir qu'un socialiste démocrate, M. Mondami, reçoit un soutien massif dans sa candidature à la mairie de New York, soutenu par Bernie Sanders et AOC. Le Parti démocrate dénonce cela comme étant la gauche. Et les démocrates disent « Nous ne sommes pas la gauche ». Le socialisme est un poison pour nous. Et ils ont tout fait. Ils ont préféré perdre l'élection de 2016 avec Hillary plutôt que de gagner avec Bernie, simplement parce que le Parti démocrate est le grand ennemi de la gauche. C'est pour cela que la classe ouvrière s'est tournée vers les républicains, parce qu'ils ont abandonné, tout comme moi, assurément. Eh bien, je n'ai jamais soutenu les démocrates de toute façon, puisque j'ai toujours été socialiste. Mais il y a une perception parmi les travailleurs, la classe moyenne et la classe dirigeante, que les démocrates sont le parti ultra-droitier de la guerre froide, néoconservateur, néolibéral. Cold War, neocon, neoliberal party. Je suis d'accord avec toi, mais permets-moi encore une fois de jouer le même rôle. Au cours de la semaine dernière, 2 sondages sont apparus, l'un du New York Times et du Siena College, et l'autre de Gallup. Et voici ce qu'ils montrent. Et ici, je me permets d'emprunter, je dois rendre à César ce qui est à César, à un article de The American Prospect, écrit par l'un de ses principaux rédacteurs, Harold Meyerson. Dans cet article, qui est disponible en ce moment, ces sondages montrent qu'une majorité de démocrates veulent Bernie Sanders, veulent la solution de gauche, veulent des personnes comme Zoran Mamdani. Et je tiens aussi à souligner que Bernie commence à le voir lui aussi. Il a apporté son soutien dans le Maine à un candidat très important pour le Sénat, afin de remplacer Susan Collins, qui est une catastrophe. Et la personne, Platner est son nom, Graham Platner, est un ostréiculteur qui a choisi de ne pas se présenter sous l'étiquette du Parti démocrate. Donc oui, Bernie a soutenu Mamdani, qui se présente sous l'étiquette démocrate, mais il a aussi soutenu Platner, qui ne se présente pas en tant que démocrate. Et vous allez voir cela de plus en plus souvent. Ce que nous voyons ici, c'est ce qui s'est déjà produit en Allemagne. Sarah Wagenknecht fait partie de ce qui s'appelait auparavant Die Linke, qui est le parti de gauche. Linke en allemand signifie gauche. Die Linke, c'est la gauche. C'est le nom qu'ils ont choisi. Et ensemble, ils obtiennent déjà plus de 10% des voix, Wagenknecht et Die Linke. Mais voici l'origine de Die Linke, une scission du Parti socialiste allemand, celui qui est, la moitié du temps, au gouvernement, l'équivalent approximatif de notre Parti démocrate. L'aile gauche de ce groupe s'est séparée et s'est alliée à la gauche indépendante, y compris ce qui restait de l'ancien Parti communiste d'Allemagne de l'Est. Ils ont formé Die Linke et ils représentent aujourd'hui, dans toute l'Allemagne, une alternative de gauche qui détient des sièges dans les parlements régionaux, etc., etc. Donc, l'idée que tout cela doit forcément aller dans une direction de droite est une erreur. Il ne faut pas s'étonner que ce soit là que cela aille en premier. Lorsque ce jeu capitaliste commence à se déliter, eh bien, la première réaction des gens effrayés est d'aller là où on leur a dit qu'ils devaient être. Quand cela échouera aussi, alors nous aurons notre chance de présenter notre idée. Écoutez, dans ce pays, si je me levais et expliquais qu'au lieu de permettre à la société Tesla, qui dépend des États-Unis, de donner 1000 milliards de dollars à un homme qui est déjà l'homme le plus riche de la planète, nous pourrions mieux taxer ce millier de milliards et l'utiliser pour résoudre les problèmes de ce pays. Si je me présentais à une élection avec ce programme, je gagnerais déjà, et nous ne sommes même pas encore au point où nous pouvons bouger.
Michael a raison. La gauche en Europe est mieux organisée. Mais c'est un problème que nous pouvons résoudre. Car le soutien, l'idée de ce que notre système politique devrait être par rapport à ce qu'il est déjà là pour nous. Il ne nous reste plus qu'à l'organiser et à le mobiliser. Et cela place la gauche dans une meilleure position aux États-Unis qu'elle ne l'a été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'aimerais pouvoir être d'accord avec vous, mais je suis tellement pessimiste quant à la corruption du Parti démocrate et à la ferveur et à la haine qu'il nourrit envers la classe ouvrière, envers le socialisme, envers Bernie Sanders. La haine qu'il lui porte constitue une menace existentielle pour sa loyauté envers Wall Street et le secteur financier, qui sont ses véritables candidats. Vous avez évoqué l'idée de vous présenter comme candidat, mais comment quelqu'un avec vos idées, mes idées ou celles de Bernie pourrait-il être nommé à la présidence? Vous avez vu le vol corrompu de l'investiture démocrate de 2016 par Hillary. Vous avez vu la presse de droite. Je ne vois pas comment le scénario que vous décrivez pourrait se produire sans dissoudre le Parti démocrate tel qu'il est constitué légalement, en tant que société indépendante, dirigée par un conseil d'administration qui a exclu toute personne ayant la moindre teinte de gauche. Donc, bien sûr, le sondage des démocrates soutient ce que toi, moi, Bernie et les autres soutenons, mais il a très peu d'effet sur qui seront les candidats au Congrès et au Sénat, ainsi que sur le véritable système administratif politique. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a une sorte de sentiment intuitif chez les électeurs. Bien sûr, nous aimerions un parti démocrate qui représente les intérêts de la classe ouvrière, mais pour cela, il faut remplacer le Parti démocrate tel qu'il est actuellement structuré, politiquement et légalement. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de l'empêcher complètement de gagner. Oui, imaginons qu'il n'y ait qu'un seul parti, le Parti républicain et rien d'autre. Eh bien, c'était le rêve des fondateurs de la Constitution. Il ne devrait pas y avoir de sectarisme. Il devrait y avoir un seul parti. Eh bien, au moins, cela offrirait de la diversité. Vous auriez des socialistes de gauche affrontant des républicains, tous dans le même type de primaire, que beaucoup de gens pensent offrirait techniquement plus de chances à un homme politique de gauche de faire les lois, de lever des impôts et de déterminer la politique étrangère américaine que ce qu'ils auraient avec un parti démocrate contrôlé par les néoconservateurs et les néolibéraux. C'est vraiment là le dilemme. Je ne vois pas d'issue à cela sans remplacer le Parti démocrate tel qu'il est constitué. Et c'est pourquoi j'ai soutenu Jill Stein lors de sa candidature. Elle soulevait précisément ces points, y compris dans nos émissions et dans les Destiner Keen with Nima Al-Karshid. Non, je comprends votre position. Je sais que beaucoup de gens ressentent la même chose. Je dirais que, d'après mon expérience, la majorité de la classe ouvrière américaine avec laquelle j'interagis partage à peu près ce sentiment et est pessimiste quant à la situation. Et je ne peux pas dire que cela me surprenne. Toute mon analyse me montre clairement pourquoi, après 75 ans de cela, nous en sommes arrivés à une telle situation. Permettez-moi d'en parler un instant, très directement, sur le plan politique. Je vis à New York. Je suis assis à New York, tout comme Michael, je crois, pendant que nous réalisons cette émission. J'observe un socialiste très modéré, un social-démocrate ou un socialiste démocratique si vous préférez, Zoran Mamdani, qui se présente à la mairie. De toute évidence, le candidat en tête des sondages obtient toujours des scores dans les 40% élevés. Il affronte un maire sortant dont le niveau de corruption dépasse même ce à quoi nous sommes habitués ici à New York. Et pourtant, nous en avons vu beaucoup. La plupart de ses principaux collaborateurs sont soit en prison, soit en procès, soit sous enquête. C'est horrible.
Et il s'active à conclure des accords, secrets ou non, avec le président pour accueillir l'ICE, ce que le reste du système politique new-yorkais rejette, et ainsi de suite. Voilà un candidat face à lui. L'autre est un ancien gouverneur, dont les traits distinctifs sont l'oppression sexuelle des femmes de son entourage et son comportement pendant la pandémie, qui a mis en danger les personnes âgées dans les maisons de retraite à une échelle qui donne envie de reculer. Voici ces deux candidats qui reçoivent des flots d'argent de la part des riches de New York, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, dans leur espoir désespéré de ne pas être taxés d'1, 2 ou 3%, ce qui est tout ce que M. Mamdani a même dit vouloir essayer. Quel spectacle d'absurdité que tout cela. Donc, ma réponse à Michael, c'est que nous ne le ferons pas. Le Parti démocrate le fera tout seul. Le Parti démocrate, comme il le décrit justement, a une direction qui va littéralement repousser ses propres membres. Il deviendra un parti secondaire, le jouet des donateurs qui le maintiennent en vie, se réduisant en tant que véritable force politique à gauche, alors que quelque chose d'autre le remplacera. La gauche n'a pas besoin du Parti démocrate. C'est le Parti démocrate qui a besoin de la gauche. Et cette réalité fondamentale devient chaque jour plus vraie à cause du déclin de l'Empire américain et du capitalisme américain. Il ne peut pas résoudre son problème. Vous envoyez l'ICE pour terroriser le bouc émissaire et vous offensez tant d'autres personnes en les arrêtant à tort, en leur faisant du mal, par une violence manifestement excessive, que vous annulez vos propres efforts. C'est un peu comme ce qu'ils viennent de faire avec cette usine de batterie en Géorgie. Quelque chose très stupide à faire. Les entreprises sud-coréennes, qui comptaient parmi les plus importantes qu'ils espéraient attirer ici, disent « Attendez une minute. En plus de tous les autres risques que nous prenons, nous courons le risque que si nous envoyons une équipe de personnes, parce que nous connaissons notre technologie, pas vous, le pauvre M. Trump doit venir traîner derrière après coup. Mince, nous aurions dû en amener certains ici pour former nos travailleurs. » Vraiment? Vous pensez ça? Quelle idée intéressante. Après avoir tout détruit avec votre absurde jeu de l'ISIS, oui, c'est une armée intérieure, oui, elle sera utilisée pour retenir le peuple, mais cela ne fonctionnera pas. Ces choses-là ne servent pas à ça. Au moment où vous devez faire ce que fait M. Trump, vous avez attendu trop longtemps et il est trop tard. Et vous allez subir toutes les maladresses, toutes les erreurs, au lieu de vous asseoir avec la direction de cette entreprise et de discuter de ce que sont ou ne sont pas leurs travailleurs en matière d'immigration et d'élaborer un plan raisonnable. Vous avez fait du théâtre. Mais il faut toujours se demander, pourquoi tant de mise en scène? Pourquoi tant de boucs émissaires? Parce que la situation est désespérée. Les gens désespérés finissent par adopter ce que vous appelez des comportements autodestructeurs. Nous sommes en train de le vivre. Je suis d'accord. Je ne peux rien contester de tout cela. Je ne sais pas où tout cela mène, ni n'ai le sentiment que cela va se produire bientôt. Eh bien, je peux vous dire que si nous avons tous regardé, ou du moins je suppose que beaucoup d'entre vous ont regardé, les vidéos des 2 dernières semaines, dans lesquelles un bateau, défini comme un bateau avec 11 personnes à bord, avance sur l'eau. Puis soudainement, il y a une explosion de lumière. Et on nous explique que ces 11 personnes ont été réduites en miettes. Elles sont mortes. Et nous ne l'apprenons que 2, 3 ou 4 jours plus tard, au fur et à mesure que l'information filtre. Le bateau se trouve à 1000 milles au large dans l'océan. Il ne menace donc pas les États-Unis, du moins pas encore. C'est quelque part dans la région du Venezuela, mais il n'est pas clair, et il ne pourrait pas l'être,
si cela va vers le Venezuela ou en vient. Le président et le vice-président nous ont annoncé sans présenter la moindre preuve qu'il s'agissait de trafiquants de drogue, que le bateau transportait peut-être de la drogue et que cela avait un lien avec le Venezuela. Par conséquent, les États-Unis n'ont aucune obligation d'arrêter ces personnes, de les soumettre à un procès où elles auraient le droit de se défendre et de leur infliger une peine si elles sont reconnues coupables, qui soit d'une certaine manière proportionnelle aux crimes qu'elles auraient pu commettre. Tout cela est écarté et Trump et Vance deviennent à la fois procès, juge, jury et bourreau. Et personne, enfin je retire ça, relativement peu de gens pensent qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous voulez une preuve de désespoir? La voilà. Et y aura-t-il un nombre significatif de personnes qui iront dans ce sens? Oui, ceux qui ont basculé à droite à cause de leur véritable souffrance au cours des 40 dernières années de déclin économique. Mais même ces personnes-là murmurent ce soir au bar à propos du fait de donner 1000 milliards de dollars à Elon Musk pour ajouter à ses 400 milliards déjà existants. Le niveau d'obscénité ici nécessite des métaphores qui nous ramènent aux pharaons de l'Égypte ancienne. Et il n'en reste que peu de choses. Je voudrais dire quelque chose à propos de l'attaque contre le bateau. Ces 2 derniers jours, il est apparu que ce n'était pas la garde côtière qui avait attaqué le bateau. Tout le monde disait « Attendez une minute, un bateau est censé s'approcher de la cible et lui demander de se rendre, de demander ce qu'ils font, de se laisser aborder ou autre. » Le bateau a été abattu par des drones. Apparemment, les États-Unis ont des drones qui patrouillent simplement dans l'océan au large du Venezuela pour abattre tout ce qui bouge. Parlons maintenant de boucs émissaires. Les drones n'avaient aucune raison pour répondre à votre question de savoir si le bateau allait vers le Venezuela ou s'en éloignait, le simple fait qu'il soit là suffisait. Les États-Unis devaient abattre un bateau. Nous m'avons fait un poisson pour aller partout dans l'océan, l'Atlantique, autour de cette zone. Donc, ils ont simplement utilisé des drones pour repérer un bateau afin que Trump puisse ensuite déclarer « Nous venons de préparer ce qui sera la première étape d'une série d'attaques contre des navires similaires ayant un lien quelconque avec le Venezuela ou se trouvant dans les eaux internationales, n'importe où. » C'est le sénateur Rand Paul, le républicain considéré comme extrémiste au Sénat, qui a souligné le fait que tout cela avait été fait sans respecter toutes les subtilités juridiques qu'il est censé suivre, les formalités de la guerre. Et voici ce que dit Trump. Il n'y a plus aucune règle désormais. Vous ne comprenez pas? L'ère 1945-2025 des règles des Nations Unies est révolue. Tout est désormais régi par les règles américaines. Et c'est cela qui est encore plus radical. C'est quelque chose qui traverse tout le spectre politique, de la gauche à la droite, qui s'est produit. J'imagine que d'autres discussions militaires dans les programmes de Nima Al-Khorshid reviendront sur ce sujet et sur à quel point c'est radical. Oui, et encore une fois, on se répète. Pour moi, c'est du désespoir. Il n'y a aucune raison de faire cela. Il n'y a aucune raison de faire cela. Ces 11 personnes sont à des milliers de kilomètres d'ici. Aucun Américain, et personne n'a affirmé qu'un Américain ait été mis en danger ou menacé par ces personnes. Que faites-vous? Pourquoi violer délibérément toutes ces normes du droit international, du droit maritime, de la présomption d'innocence, jusqu'à preuve du contraire? Toutes ces choses que nous sommes censés vénérer en tant que valeurs occidentales sont jetées par la fenêtre pour tuer 11 personnes, puis se demander qui elles étaient et ce qu'elles faisaient. Qu'est-ce que vous... Quoi? C'est l'acte d'un... Je peux imaginer M. Trump, qui, je suppose, a dû autoriser ce genre de choses, être de mauvaise humeur
et vouloir par conséquent gérer sa frustration de ne pas pouvoir arrêter la guerre en Irak, ou mettre fin à l'horreur à Gaza, ou « je ne peux rien faire, je ne peux pas éviter la récession, je ne peux pas éviter l'inflation, je ne peux pas décider si les droits de douane doivent augmenter ou baisser, être suspendus ou non, ou quoi faire à propos de l'Inde. » Maintenant que vous avez écarté l'allié étranger le plus important que vous auriez pu acquérir. Le niveau de frustration est probablement élevé, et c'est le résultat. C'est un acte impulsif, commis par une personne désespérée, qui aurait dû savoir mieux, qui sait peut-être mieux, mais qui est prise dans le tourbillon de la récession, du déclin et de la frustration. C'est cela qui rend notre époque difficile. Pas M. Poutine, ni Xi Jinping, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas ici. Ils ne peuvent être que des figurants dans l'histoire. Notre histoire concerne notre système économique, notre domination américaine dans le monde, et c'est terminé. Et il est extrêmement difficile pour le peuple américain de l'accepter. Et M. Trump profite de cette difficulté. Il est arrivé au pouvoir grâce à elle. Il quittera le pouvoir à cause d'elle, et il ne la résoudra pas. Ce sera l'héritage qui le hantera, lui et la droite qui le soutient, pour les années à venir. Peut-être qu'il ne gagnera pas le prix Nobel de la paix, oui, mais... He won't win the Nobel Peace Prize. En fait, avant de conclure, ils savent quoi faire avec l'Inde. Avant de terminer, je vais passer un extrait de Raimondo, la secrétaire au commerce, qui parle de l'Inde. Pourtant, ils veulent ouvrir leur marché, arrêter d'acheter du pétrole russe, n'est-ce pas? Et cesser de faire partie des BRICS, n'est-ce pas? Ils sont la voyelle entre la Russie et la Chine. Si c'est ce que vous voulez être, alors allez-y. Mais soit vous soutenez le dollar, vous soutenez les États-Unis d'Amérique, vous soutenez votre plus grand client, qui est le consommateur américain, soit, j'imagine, vous allez payer une taxe de 50%. Quelle meilleure solution pouvez-vous proposer? C'est exact. Monsieur Modi a fait un voyage. Sa réponse à Monsieur Lutnick est « Avez-vous remarqué où je suis allé ?» Monsieur Lutnick est un exemple d'homme d'affaires américain très satisfait de lui-même, qui sort des 75 dernières années en imaginant que ces 75 années ont duré et dureront toujours. Et c'est là que réside l'erreur catastrophique que toute l'histoire enseigne. Le passé n'est pas l'avenir. Et si vous extrapolez vers l'avenir, vous ferez des erreurs de jugement qui vous détruiront. C'est ce qu'il fait. L'illusion dominante est que les autres pays ont besoin du marché américain, mais ce n'est pas le cas. Le grand marché se trouve chez les BRICS et leurs alliés. Voilà l'illusion, tout comme celle qui consiste à croire que la Russie et l'Iran représentent une menace militaire pour l'Europe. On fait face à des illusions qui semblent avoir leur propre vie. En réalité, le pétrole russe est la clé de la production et de la consommation d'énergie en Inde. Et bien sûr, l'Inde considère que sa dépendance au pétrole russe est économiquement plus importante que le marché américain. C'est ce que les Américains ne parviennent pas à comprendre. Le reste du monde n'a pas besoin des États-Unis. La vraie question est donc la suivante. Pourquoi les colonies acceptent-elles de rester dans l'Empire américain au lieu de rejoindre la majorité mondiale? Voilà la grande énigme à résoudre. Et c'est une position géopolitique qui, selon moi, éclipse toute question du claim droit gauche. Oui, merci beaucoup. Richard, as-tu quelque chose à ajouter? Non, je pense que nous avons eu une bonne conversation sur des questions urgentes. Je me sens bien à ce sujet. Merci beaucoup, Richard et Michael, d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir comme toujours.